Cette phrase, je l'entends depuis le début de ma carrière. Et cette confusion, elle a de vraies conséquences sur la santé des gens. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. Ce qui me frappe, c'est que la plupart de mes patients ont peur du mauvais truc. Ils craignent le traitement, alors qu'ils devraient craindre de ne pas le faire. Voilà ce qu'on va démontrer ensemble. Des patients qui refusent le traitement à cause de cette croyance, ça arrive tous les mois dans mon cabinet. Derrière cette phrase, il y a souvent un vrai traumatisme. Quelqu'un qui a vécu une expérience douloureuse et qui a besoin d'une explication. Le problème, c'est que la maladie et son traitement se produisent au même endroit au même moment. Alors le patient attribue tout au geste du praticien. Alors décortiquons ce qui se passe vraiment biologiquement. En consultation, j'évite d'ailleurs le mot surfaçage. Je dis plutôt nettoyage en profondeur sous la gencive. Ce changement de vocabulaire reflète une vraie évolution de la philosophie de soins. On est passé d'une logique mécanique à une logique bactériologique. Avant, on enlevait de la substance, aujourd'hui on cherche à désorganiser un film bactérien. Ici, c'est l'espace entre la gencive et la racine. Un espace entre 0 à plus de 10 mm selon les cas, inaccessible à la brosse à dents quel que soit votre brossage. Cette distinction est importante pour les patients. Le détartrage que vous faites 2 fois par an chez votre dentiste, c'est bien, mais ça ne traite pas la parodontite. Ce sont 2 actes différents. Personnellement, j'utilise quasi exclusivement les ultrasons. La précision est meilleure et les patients le ressentent. Les suites sont nettement moins inconfortables qu'avec les curettes. Ce qui rend cette maladie particulièrement traître, c'est l'absence de douleur. Les gens consultent quand ils ont mal, or là, pas de douleur. J'ai des patients qui arrivent avec des poches de 8 mm et qui me disent qu'ils n'ont jamais eu le moindre symptôme. La maladie peut progresser pendant 5 à 10 ans sans que personne ne le sache. 32%, c'est plus répandu que le diabète de type 2 en France, et pourtant on n'en parle presque pas. L'âge est un facteur, oui, mais surtout parce que la maladie s'installe progressivement. Il est important de comprendre le mécanisme pour comprendre pourquoi le traitement est important. Le biofilm est une communauté bactérienne organisée avec des espèces qui se protègent mutuellement des antibiotiques et de votre système immunitaire. La gingivite, c'est le seul stade où on peut tout remettre à zéro, avec détartrage et hygiène renforcée. C'est le paradoxe de l'immunité. En voulant se défendre, le corps détruit ses propres structures. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux de l'inflammation. Une fois que l'os s'est résorbé, cet os-là ne revient pas, même après traitement. Et c'est là où le mythe est le plus dangereux. Le patient qui arrive avec des dents qui bougent pense que c'est le traitement qui a causé ça. Non, c'est 10 ans de maladie non traitée. Ce que je vais dire maintenant, c'est ce qui a changé ma façon de présenter ce traitement à mes patients. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent complètement. Imaginez, à chaque fois que vous mastiquez, vous faites passer des bactéries pathogènes dans votre sang, plusieurs fois par jour, pendant des années. C'est ce qui se passe concrètement. Les cardiologues envoient systématiquement leurs patients chez un dentiste, pas par principe, parce que les données sont là. Le cœur et la bouche sont liés et cette information est encore méconnue. Ce lien bidirectionnel a des implications pratiques. Un diabétique qui soigne sa parodontite peut voir son hémoglobine glyquée s'améliorer. Il est primordial de contrôler l'état de ses gencives avant la grossesse idéalement, et au pire pendant. Sur Alzheimer, il y a maintenant des données qui permettraient de mettre en relation la parodontite avec cette maladie. On a longtemps cloisonné la médecine et la dentisterie. Ces 2 décennies de recherche nous ont montré que cette frontière était artificielle. La bouche fait partie du corps et ce qui s'y passe a des effets partout. Quand un patient me dit qu'il n'a pas le temps ou les moyens de traiter sa parodontite, je lui pose une question. Est-ce que vous pouvez vous permettre un infarctus ? Revenons maintenant à la raison principale pour laquelle les patients refusent ce traitement. Ce que le patient décrit est réel. Ses dents semblent effectivement différentes après le traitement, mais son interprétation est fausse, et c'est à nous praticiens de l'expliquer avant, pas après. Avant, la gencive était gonflée, infiltrée, comme un œdème. Quand l'inflammation disparaît, tout ça se dégonfle. C'est une bonne nouvelle, pas un problème. J'utilise souvent l'analogie avec une cheville foulée. Une cheville enflée qui retrouve sa taille normale, on ne dit pas qu'elle a rétréci. C'est pareil ici. Et si après le traitement il y a encore de la mobilité, ce n'est pas le traitement qui a fragilisé la dent. C'est l'état de l'os avant qu'on commence. On a simplement révélé ce qui existait déjà. Ces guidelines ne sont pas mon opinion ni une école de pensée, c'est le consensus scientifique européen publié après méta-analyse de dizaines d'essais cliniques. Ce qui compte dans les résultats, c'est le gain d'attache. Ça veut dire que la dent, après traitement, est mieux fixée dans son parodonte qu'avant. On parle de dents qui étaient condamnées sur le papier et qui ont été maintenues 10 ans, 15 ans après. Sans traitement, la parodontite ne s'arrête pas d'elle-même. Elle progresse lentement, inexorablement. J'ai des patients qui m'ont dit « je verrai dans quelques années, pour l'instant je ne peux pas ». Ces quelques années, c'est l'os perdu qu'on ne rattrapera jamais. Il n'y a pas de pause dans cette maladie malheureusement. Soyons clairs sur ce qui peut arriver, parce que nier les effets du traitement serait aussi une forme de mensonge. La sensibilité, je la vois chez environ la moitié de mes patients, elle dure 2 à 3 semaines et elle se gère avec un dentifrice adapté.
La rétraction visible, on l'anticipe avec le patient avant de commencer. Et la bactériémie, c'est une précaution à prendre surtout avec les patients à risque. Sur la perte dentaire directement causée par le traitement, j'ai cherché dans la littérature, j'ai posé la question à des confrères qui pratiquent depuis plus de 20 ans. Personne n'a pu me citer un mécanisme possible. Maintenant, quelles sont les alternatives? C'est une question que j'entends souvent et je comprends qu'on cherche des alternatives moins invasives. Alors regardons ce qui existe vraiment. Le laser a des indications et il peut être utile en complément, mais dans les études, quand on compare directement aux ultrasons, il ne fait pas mieux. Les antibiotiques locaux ne sont pas à utiliser en première intention. Les remèdes naturels, huile de coco, bicarbonate, extraits de plantes peuvent être utiles pour une hygiène globale. Mais pour traiter une parodontite avérée, il n'y a aucun essai clinique sérieux qui les valide. Les antibiotiques par voie orale sont utiles dans certains protocoles. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est ça, le surfaçage ne fait pas perdre les dents. Ce que 20 ans de recherche parodontale nous ont appris, c'est que quand on traite tôt et qu'on maintient le suivi, les patients gardent leurs dents. Les patients, même avec des stades avancés, peuvent être traités et stabilisés, même s'ils seront toujours à risque. Le traitement parodontal actif, c'est la première étape, mais ce qui décide vraiment du résultat à long terme, c'est ce qu'on fait après. Et là, beaucoup de patients pensent que c'est terminé. La réévaluation à 6-8 semaines est cruciale. On mesure si les poches ont diminué et si l'inflammation est toujours persistante. Et parfois, on découvre des zones résistantes au traitement qui nécessitent une prise en charge, que ce soit chirurgicale ou non. La fréquence de suivi du patient va dépendre de son profil, et ça, c'est le dentiste qui va le déterminer. Certains peuvent espacer, certains doivent venir tous les 3 mois. J'ai des patients que je suis depuis de nombreuses années avec une parodontite sévère qui a été stabilisée. Pas parce que le traitement était miraculeux, mais parce qu'ils reviennent régulièrement et qu'ils font leur brossage interdentaire. C'est vraiment ça, le secret. C'est peut-être la partie la plus importante de toute la vidéo, et c'est celle où les patients ont le plus de pouvoir. Ce que montre cette animation, c'est pourquoi on ne peut pas guérir définitivement la parodontite avec un seul traitement. Le biofilm se reforme biologiquement, c'est inévitable. La question c'est, est-ce que vous le désorganisez assez régulièrement pour qu'il ne redevienne jamais pathogène ? Le brossage seul ne suffit pas, la brosse ne passe pas entre les dents et c'est pourtant là que la parodontite commence. Après un traitement parodontal, les espaces interdentaires s'ouvrent légèrement. C'est normal, c'est lié à la rétraction de la gencive. La brossette devient souvent plus adaptée que le fil, précisément parce qu'elle peut nettoyer un espace plus large. La plupart des patients utilisent une brossette trop petite, et elle ne touche pas les parois des dents. Le bon test, c'est cette légère résistance et souvent en cabinet, on teste ensemble. Parce que choisir entre fil et brossette, trouver la bonne taille, c'est un sujet à part entière. On lui a consacré des vidéos dédiées sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Ce chiffre, je le donne à tous mes patients qui me disent qu'ils brossent bien. Brosser bien, c'est nécessaire, mais ça ne règle pas le problème entre les dents. Votre dentiste peut faire le meilleur traitement du monde, si derrière il n'y a pas d'hygiène interdentaire régulière, la maladie reviendra. Le travail est partagé. Si vous avez des doutes sur votre situation parodontale, n'hésitez pas à en parler à votre dentiste. Et surtout, abonnez-vous pour tout savoir de votre santé bucco-dentaire.